Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Bonsoir et bienvenue sur Challenge. Mohamed Chérifa Mokran est enseignant et stratège en communication. Il vient de nous livrer un ouvrage coécrit avec le publicitaire québécois Luc Saint-Hilaire. L'occasion pour moi de l'inviter aussi à nous dire comment, en tant qu'entrepreneur, on peut et doit arriver à transformer ses dépenses publicitaires en investissement. Mohamed Chérifa Mokran, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être ici. Merci pour l'invitation. Alors, quand on est chef d'entreprise, que vous avez sans doute à conseiller, quel est le premier conseil en fait que vous livrez par rapport à la publicité à laquelle il se destine? Le premier conseil en fait, c'est d'être orienté vers l'efficacité. Si on fait de la publicité, c'est pour être efficace et pour soutenir la stratégie de l'entreprise. Donc, il y a un ensemble d'aspects qui font que l'efficacité n'est pas atteinte. Par exemple, vous avez quelques mythes, vous avez des erreurs très répandues, vous avez un certain nombre de pratiques qui marchent pour les autres, mais qui ne marcheront pas forcément pour vous. Donc, l'essentiel, c'est d'être toujours orienté vers un seul objectif, celui de soutenir la stratégie de l'entreprise. Et par la suite, chaque cas est unique. Alors, vous êtes un homme qui étudie et qui enseigne la communication et qui donne même donc des conseils, comme je venais d'expliquer. Alors, pourquoi ce livre aujourd'hui, intitulé Petit guide pour grand succès publicitaire? À quoi veut-il répondre et pourquoi aujourd'hui? Alors, pourquoi petit guide? Pourquoi il est petit? Parce qu'en premier lieu, il est orienté vers les chefs d'entreprise. C'est dans cette logique qu'il a été conçu et c'est dans cette logique qu'il est censé leur donner la possibilité d'aller directement vers l'essentiel. Il est de lecture facile, il est illustré par plusieurs exemples étrangers et algériens. Donc ça, c'est par rapport à la taille du guide, pourquoi c'est un petit guide. Ensuite, par rapport à la conjoncture actuelle, je pense que les entreprises ont plus que jamais besoin d'avoir une démarche publicitaire très efficace. Nous avons déjà constaté que certaines entreprises, même beaucoup d'entreprises, ont déjà réduit leur budget publicitaire à cause des difficultés financières que l'Algérie est en train de vivre. Et donc, je pense que le moment est bienvenu pour un tel travail. Très bien. Alors, est-ce qu'en Algérie, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont au fait des choses et suivent pour la plupart ce type de conseils, de stratégie? Alors, ou est-ce qu'on est loin de cela? Il faut dire que la discipline de la publicité et celle de la communication dans leur forme moderne sont très, très jeunes dans notre pays. Ça fait 25 ans à peu près que les agences de publicité modernes existent. Et donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un apprentissage et c'est normal que ça prenne un peu de temps. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'un chef d'entreprise, il n'est pas censé être expert en communication. Tout le monde est expert dans son propre domaine, même un chef d'entreprise très très compétent, il n'est pas censé être expert en communication et il doit, dans ce sens, être conseillé. D'accord, et généralement on a recours ici à des conseils? Alors, le conseil comme service indépendant n'est pas très répandu parce qu'il y a une certaine image négative par rapport au conseil. C'est comme si on vendait du vent, c'est comme si on vendait uniquement de la parole. C'est-à-dire que vous considérez que les chefs d'entreprise algériens, dans une majorité, considèrent que les agences qui offrent leurs services vendent du vent, quoi. Il y en a beaucoup en tout cas. Enfin, je ne peux pas dire que toutes les agences font ça. Et puis,
La démarche de conseiller, c'est une démarche très sérieuse. Elle s'appuie sur des études, elle s'appuie sur des projections, elle s'appuie sur des orientations très stratégiques. Donc c'est une fonction sérieuse. Mais à chacun sa manière de la faire. D'accord. Et de l'assurer. Il y a combien d'agences de communication où ils conseillent ici en Algérie? Alors tout le monde se dit conseiller en communication. Mais après, il y a des degrés. Il y a celui qui conseille exactement comme... Mais vous avez un chiffre sur le nombre d'agences? Je pense que le ministère de la Communication avait annoncé le chiffre de 6 000 agences il y a 2 ou 3 ans, je pense. D'accord. Alors, ces 6 000, combien, si on devait essayer de trouver un pourcentage, combien feraient-elles les choses sérieusement? Elles sont rares. C'est difficile de donner un chiffre, mais elles sont rares. Et parfois, vous pouvez trouver une agence bonne qui emploie des gens un petit peu moins bons, et le contraire. Vous pouvez trouver des individus qui sont très compétents. Oui, parce qu'en fait, il y a le conseil, il y a la stratégie, mais après, il y a la créativité. Exactement. C'est autre chose. Et la créativité, elle peut être parmi ces innombrables 6 000 agences, souvent. Exactement. Et elles peuvent ne pas avoir les deux. On peut avoir le conseil, la stratégie, la technique, et ne pas avoir la création, la créativité. Toujours. Vous avez raison. Vous savez, l'un des points positifs par rapport au marché de la publicité algérienne, c'est que nos agences exécutent d'une manière très professionnelle la publicité. Or, l'exécution, c'est la dernière étape dans la démarche publicitaire. Il y a d'abord l'aspect stratégique. D'ailleurs, l'ouvrage est articulé autour de cette logique. Alors, le message, c'est une décision stratégique, c'est-à-dire qu'on va décider comment le message va soutenir une stratégie. Ensuite, il y a le canal qui est une décision logistique. Quel est le canal qui convient au message et à la cible? Et ensuite, vous avez la forme qui est une décision créative. Aujourd'hui, beaucoup d'agences maîtrisent uniquement la dernière étape. Mais pour l'aspect stratégique et l'aspect logistique, donc le canal, il y a souvent des erreurs. C'est là qu'il faut avoir une formation, un passage par un cursus scolaire, universitaire, pour pouvoir restituer ça. Oui, enfin, mais je ne vais pas dire qu'il est impossible d'exceller dans ce domaine sans avoir de formation. C'est encore une fois au cas par cas. Alors, une chose qui se fait, je pense, rarement ici, c'est qu'on pourrait, comme je vous le disais, il y a l'aspect stratégique, l'aspect conceptuel, et puis il y a l'aspect, la création pure de l'idée publicitaire. Et là, on pourrait en fait dissocier les deux. C'est-à-dire que l'agence conseil, normalement, pourrait conseiller à son chef d'entreprise d'aller vers une agence plus créative, plus exécutive aussi. Oui, tout à fait. En fait, il est très rare qu'une seule personne ou qu'une seule agence maîtrise tous les aspects de la communication, parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est devenu un domaine très, très complexe. Moi-même, étant spécialiste en communication, souvent, je peux faire appel à des gens spécialisés dans différents domaines. On ne peut pas être excellent dans tous les domaines. Et donc, oui, il devrait y avoir de la complémentarité entre les différentes spécialités, les différentes agences. Donc. Alors, le guide de la révolution libyenne, c'était un livre vert. Vous avez, pour votre communication, émis un livre jaune. Alors, le jaune, je sais que vous faites attention à la sémiologie, enfin à tout ce qui est aussi couleur. Alors, est-ce que le jaune signifie quelque chose ? Alors, premièrement, en matière de contraste, et c'est ça le point essentiel, le jaune offre la possibilité de capter le regard par rapport à d'autres couleurs. Ça, c'est le premier aspect qui a influencé notre décision. Le deuxième, c'est que c'est une couleur qui n'est pas très courante dans nos librairies. Donc, ça favorise la sérendipité. Très bien. En tout cas, pas d'illustration aussi. C'est un choix... Pourquoi ne pas avoir fait d'illustration ? On aurait pu, mais bon... enfin, il fallait la trouver aussi. D'accord. Alors, maintenant, rentrons plus avant dans ce livre. En fait, je le lis comme une espèce d'identification des principes publicitaires
qui sont élaborés et suivis de par le monde. Et ensuite, il y a les particularités algériennes. Alors, je pense que c'est comme ça que vous avez saisi cette collaboration avec Luc Saint-Hilaire, c'est-à-dire que vous avez apporté sans doute la partie algérienne, ou vous avez contribué au tout. En fait, c'est un travail commun qui a débuté il y a 2 ans à peu près lors d'une conférence à Alger. On avait animé une conférence conjointement, moi et Luc, et c'était le vrai point de départ de notre collaboration. Donc l'idée et l'objectif de cette conférence, c'était justement de faire connaître un savoir-faire anglo-saxon qui n'est pas forcément connu du public algérien, parce que nous sommes... Alors vous dites anglo-saxon, oui. Luc Saint-Hilaire est francophone du Québec? Francophone, mais nord-américain alors. Voilà, par rapport à la pensée publicitaire, c'est... D'accord, c'est ça que vous vouliez restituer, d'accord. C'est par rapport à ça. Donc, en Algérie, nous sommes trop peut-être orientés vers l'Europe. Nous avons voulu plutôt proposer une autre façon de faire, et nous l'avons illustré par des exemples étrangers et algériens. D'accord. Alors, vous identifiez des écoles publicitaires. Quelles sont-elles? On pourrait les énumérer. Quels sont l'essentiel des écoles publicitaires? Il y en a 5. Et à laquelle nous appartenons, nous? Ah, justement, je vais vous répondre par rapport à ça. Alors, les écoles de pensée publicitaire ont commencé à exister à partir de la fin du 19e siècle, donc à partir du moment où il était possible de diffuser des images en masse. Donc, j'allais dire naturellement, puisque les premiers professionnels de l'image qui ont existé, c'était les peintres, et les dessinateurs et les artistes. Donc, c'est eux qui ont dirigé cette phase, et c'est eux qui ont réalisé les premières images. Et ce qui est frappant, c'est que le peuple algérien, lorsque j'ai commencé à faire des recherches, bien sûr, pour illustrer l'ouvrage... Non, je voulais juste rappeler que pour les premiers peintres, il faut remonter à la préhistoire aussi, avec la peinture rupestre. C'était aussi, bon, je ne sais pas, des messages d'information ou des messages... C'était quoi qu'ils véhiculaient? Enfin, il y avait même des publicités, mais là, on parle des écoles de pensée publicitaire qui ont accompagné la communication de masse. Donc, avant, oui, il y avait des images, il y avait même des publicités. C'était un peu rare, mais elles existaient quand même. Mais à partir de la fin du 19e siècle... Parce que quand vous dites communication de masse, quand vous avez un peintre qui ébauche, enfin qui réalise un tableau, en fait ce tableau n'a que son public comme masse. Justement, mais là, il ne réalisait pas des tableaux, mais des affiches publicitaires. C'est là que se trouve la nuance. Très bien. Ah, très bien. Donc, excusez-moi, peut-être que je ne l'ai pas bien. Il changeait de métier. Enfin, exactement. Ils étendaient leur profession. Parce que c'était le seul qui maîtrisait l'image, la création de l'image. Donc, naturellement, on s'est tourné vers eux. Ensuite, il y a eu l'école argumentationnelle, il y a eu l'école motivationniste, il y a eu l'école sémiologique, qui est l'école qui offre la meilleure base de travail, à mon sens. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'école technologistique, c'est-à-dire une école qui s'appuie avant tout sur les nouvelles technologies et qui s'appuie sur le recueil de l'information chez le public. Bien sûr, ce n'est pas une école qui s'est totalement stabilisée, donc on ne sait pas où ça va aller, mais en tout cas, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle forme de pensée publicitaire grâce aux nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, les véritables professionnels s'inspirent de toutes ces écoles, je suppose. Alors, dans les faits, il y a des affiches qui correspondent à toutes les pensées publicitaires. Mais est-ce que ça relève du dogme ou bien est-ce que c'est des coïncidences? Je pense que c'est plutôt la deuxième réponse, parce que vous pouvez trouver une seule agence, une seule entreprise qui communique selon plusieurs manières. Mais ce qu'il faut dire, c'est que toutes les écoles ont leurs vertus, toutes les écoles ont apporté du nouveau dans la pensée publicitaire, mais l'école sémiologique, justement, elle a cette souplesse pour atteindre tous les objectifs recherchés par les 5 écoles.
Alors, vous citez un bel exemple en ce qui concerne enfin, les erreurs aussi à éviter. Et il y a un cas d'école aujourd'hui avec une célèbre boisson à l'orange ou à l'abricot, ou je crois, ou les deux, et gazeuse, hein, et laquelle faisait dire à un mari qu'il ne fallait qu'heureusement qu'elle lui avait servi la fameuse boisson, sinon il l'aurait divorcée. Alors, c'est un beau cas d'école, ça. Ah oui, à ne pas faire, évidemment. Bien sûr. Vous savez, toute publicité, pour être efficace, elle doit essentiellement se construire sur 3 piliers, sur 3 roues. D'ailleurs, là, dans l'ouvrage, nous parlons du véhicule de l'efficacité. D'abord, une publicité doit être vue. Nous n'avons jamais vu une publicité qui a réussi sans être vue. Elle doit être appréciée. Alors, dans ce cas-là, elle a été vue, donc c'est bien. Même, on en a parlé beaucoup. Exactement. Donc on l'a vue. Alors elle doit être appréciée. Appréciée au plan socio-culturel, elle doit être respectueuse. Si une publicité crée une polémique, c'est vrai que sur le plan de la notoriété, l'entreprise peut devenir très célèbre, mais à quel prix? Au prix de l'image de marque. Vous ne vous êtes pas interrogé sur une chose, c'est que dans certaines sociétés, et peut-être même la nôtre, certains types de publicités de ce type peuvent ne pas plaire à beaucoup, mais peuvent plaire à encore plus. Alors là, tout dépend de l'étude du marché. Si vous visez un marché particulier et que vous êtes sûr de le satisfaire... Donc la mission est remplie. Voilà, et que vous êtes prêt à sacrifier l'autre public, mais sur le plan votre éthique... public, une partie de votre public. Voilà, une partie, voilà. Mais sur le plan éthique, ça reste quand même très discutable. Alors, l'un des responsables de cette marque et de cette boisson avait dit, mais nous, de toutes les manières, nous n'en étions qu'au début de la diffusion, puisque nous avons d'abord fait un pré-test sur Facebook. Et vous dites, c'était la seule chose qu'il ne fallait pas faire, parce que le premier support aujourd'hui, c'est Facebook. Et puis à l'époque, je ne me souviens pas du nombre exact d'abonnés, mais je pense qu'on était à 13 millions d'abonnés algériens sur Facebook. Donc c'est carrément une diffusion. Donc si on veut faire un pré-test, on le fait sur un échantillon réduit, représentatif de notre public. On ne peut pas faire des tests grandeur nature, parce que c'est trop tard. Alors je profite de votre présence ici pour vous demander quelque chose qui m'interpelle à chaque fois que je vois ces publicités aujourd'hui de plus en plus nombreuses qui affichent des messages dans la langue de la rue, c'est-à-dire avec des mots qui émanent de la rue, qui ne viennent pas de l'école, qui ne viennent pas de la maison, mais qui montent de la rue. Et de plus en plus, ces messages fleurissent, donc sont visibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vers cela qu'il faut aller? Je fais juste une petite, si je peux me permettre un avis. Je dis toujours que, en fait, c'est une bonne chose parce que c'est la rue aussi qui fait évoluer la langue, qui fait évoluer la culture, Mais en même temps, quand c'est une cadence trop rapide et quand c'est une cadence comme ça ça peut faire peur, ça peut déstabiliser une langue et pour aboutir à une espèce de créole un jour. Voilà. Et quelque part, le fait que la publicité restitue au public ce qu'il lui-même dans la rue a dit, ça légitime un petit peu. Puis et ça consolide un certain langage. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'un point de vue efficacité, il faut parler aux gens de la manière dont ils parlent habituellement. Donc il faut toujours sélectionner le langage auquel notre public, je dis bien le public visé, s'identifie. Je pense à cette fameuse pub, par exemple, qui disait... Mais il y en a beaucoup. Oui. Je pense à la pub Mobilis, par exemple, qui disait « rapide à la tout de suite ». Mais maintenant, il y en a plein qui enfin, qui communiquent de cette manière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est qu'un exemple. Après, ce que j'en pense, c'est qu'il est plus efficace d'adopter le langage du public visé. Ça, c'est indéniable. Après, il faut... Donc, pour l'impact, c'est certain, c'est bon. Exactement.
Mais d'un autre côté, il faut faire attention à l'image de marque. Parce que l'image de marque peut se détériorer lorsque on abuse de certains langages qui ne sont pas suffisamment soutenus. D'accord. Donc il faut Je me souviens d'une pub Peugeot, par exemple, où on voyait le véhicule et il y avait marqué un Ford. Donc voilà. Et mais ce que je constate, c'est qu'on va de plus en plus vers ce type de message. Voilà. Oui, mais même là, lorsque vous utilisez le dialecte, par exemple, algérois, ça peut poser problème pour les autres villes. Oui, parce que nous sommes un pays très riche d'un point de vue linguistique et culturel. Donc, même avec ce langage, je ne suis pas sûr que ça donne toujours de bons résultats. Et peut-être qu'il faut laisser les choses se faire naturellement, et que les publicitaires, justement, ont ce pouvoir d'imagination. Et après... Oui, mais un publicitaire, il doit toujours partir de l'étude de son public. Donc finalement, c'est le public qui dirige, avec certaines limites, d'un point de vue éthique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue intellectuel. Il ne faut pas trop descendre, parce que parfois, il faut savoir s'arrêter. Descendre, vous voulez faire référence à descendre au-dessous de la ceinture ou... Non, c'est pas par rapport à ça, par rapport au niveau de langage. Au niveau de langage. Exactement. Oui, mais où est le niveau à ce moment-là? Est-ce qu'on peut situer le niveau aujourd'hui? C'est difficile, en fait. C'est là la difficulté. C'est un grand débat qui doit intégrer les sociologues, les psychologues, les publicitaires, etc. Bien. Alors, autre chose que j'ai pu lire dans votre ouvrage, c'est que vous faites le constat que malgré tout, nous avons bien évolué. C'est vrai que nous sommes arrivés, après des pays comparables au nôtre, un petit peu en retard, parce que nous sommes entrés dans le libre marché un peu plus tard. Et aujourd'hui, vous constatez que malgré tout, la professionnalisation des acteurs se fait chaque jour davantage. Oui, tout à fait. Et c'est fort louable. Et vous savez, aujourd'hui, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le côté exécution, production de la publicité, nous le maîtrisons très bien, et c'est le plus difficile. Ça veut dire qu'il suffirait juste d'orienter un petit peu notre réflexion de manière efficace pour faire un saut énorme et très rapidement. Parce que le plus difficile, à mon sens, qui est la phase exécution, nous la maîtrisons très bien. On reproche souvent à nos entrepreneurs d'avoir été lents à démarrer dans l'aspect de la communication moderne, la publicité moderne. Mais il y en a qui ont été encore plus lents. Ce sont les politiques. Mais ils viennent de s'y mettre. On le voit avec les dernières élections, la prise en main des réseaux sociaux. C'est une bonne chose, ça aussi ? Bien sûr. Quand on a quelque chose à dire, il faut se donner les moyens de le transmettre au public. Mais je ne suis pas sûr que les choses se font bien. Bon, il y a un progrès, ça c'est certain, mais il y a beaucoup de progrès à faire encore. Ce qui serait intéressant, c'est de mesurer les efforts fournis par certains partis politiques et de voir le retour sur investissement au niveau des urnes, par exemple, au niveau de la participation, au niveau... Voilà, ce sont des choses comme ça qui peuvent être mesurées. Prenons un parti et voyons, qu'est-ce qu'il a pu avoir comme retour. Exactement, et puis là, la mesure, elle se fait d'elle-même parce que la réponse, elle est annoncée le jour des résultats. Donc, celui qui croit avoir bien communiqué, il n'a qu'à regarder les résultats par la suite. Alors, on a communiqué, pour en rester aux politiques, on a communiqué sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ont aussi révélé beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes à voir au niveau de certains bourrages d'urnes et tout ça. Donc, les réseaux sociaux, c'est un peu tout aussi. Exactement. Et puis, personne ne peut maîtriser les réseaux sociaux. Elles appartiennent à tout le monde. Et puis, pour revenir sur votre exemple, sur les vidéos qui ont circulé, ce n'est pas en contradiction avec les stratégies des entreprises, plutôt des partis, pardon. Parce qu'un parti, lorsqu'il va vers les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier qu'ils sont censés soutenir sa stratégie. Après, c'est en interne qu'il faut vérifier cela. C'est vrai qu'on peut avoir une idée de l'extérieur,
Mais il faut poser la question aux présidents des partis et leur dire qu'est-ce que vous vouliez atteindre à travers votre activité sur les réseaux sociaux. Pour en revenir à l'entreprise, on ne peut pas avancer aujourd'hui si on ne fait pas une bonne publicité, où on peut quand même avancer. Quand on est sur un créneau où on est en quasi-monopole, où on est le seul à bien faire, oui, en termes de production, est-ce qu'on a besoin, malgré tout, de communiquer? Alors, la communication, c'est, si vous voulez, même lorsqu'on est seul sur un marché, c'est un bouclier. Ça vous permet de construire une image de marque, ça vous permet de vous protéger et d'avoir un certain capital de sympathie. Demain, lorsque vous aurez un concurrent, lorsque vous aurez une crise en interne, cette communication va vous servir. Donc vous dites aux chefs d'entreprise, même si vous ne ressentez pas le besoin de communiquer, faites-le, parce que pour demain, sait-on jamais. Effectivement. Alors, maintenant, pour en revenir à ce livre, vous l'avez écrit avec, je disais, Saint-Hilaire, qui est un publicitaire au Canada, qui a l'habitude d'écrire des ouvrages. J'ai comme l'impression qu'il en a élaboré donc, tous les grands principes mondiaux, et qu'il vous en a laissé l'aspect résiduel, mais local. Est-ce que c'est comme ça que s'est fait le partage ? Non, en fait, premièrement, l'influence de Luc Saint-Hilaire sur mon travail, elle est énorme, puisque ça fait maintenant plusieurs années que je suis fier de l'avoir comme ami et mentor. Donc c'est normal que dans tout ce que je fais, même sur mon site personnel, dans tous les articles, il y a une influence de Luc Saint-Hilaire, une influence de Claude Cossette, une influence de Thierry Libard, une influence... Ce sont tous des Canadiens ? Le dernier est français. D'accord. Donc c'est tout à fait normal. Mais par rapport à ce travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a démarré à partir d'une conférence, plutôt toute une journée. On l'avait d'ailleurs baptisé la journée de l'image publicitaire. Et donc c'est à partir de là que l'idée de l'ouvrage est venue. Je ne sais pas sur quelle base vous avez déduit ça. Si c'est par rapport aux exemples étrangers qui existent, j'en parle. Bon, je dis je, mais... Donc vous êtes intervenu également sur donc les principes mondiaux de la publicité. Vous avez participé à cette élaboration. Oui, évidemment. C'est un travail commun. D'accord. Alors, est-ce que nous avons aujourd'hui une spécificité, par exemple, je ne sais pas, en force d'en discuter, par exemple, avec Saint-Hilaire, est-ce que lui-même voit comment il juge depuis le Canada, où il est venu ici, comment il regarde notre paysage médiatique et publicitaire ici? Alors, je pense qu'il y voit beaucoup de potentiel. Je pense aussi qu'il... Vous savez que quand vous dites qu'il y voit beaucoup de potentiel, c'est joliment dit. Ça peut vouloir dire aussi que c'est le désert. Non, je vais m'expliquer. En fait, ce qu'il en pense, c'est que par rapport à la... Bon, j'espère qu'il me permettra de parler en son nom. Par rapport à l'évolution de la publicité au Québec, il y a beaucoup de ressemblances. Et justement... c'est à partir du moment où au Québec il y a eu des Québécois qui ont pris en main la publicité québécoise et qui l'ont adaptée socio-culturellement à leur réalité, c'est à partir de là qu'il y a eu le grand boom. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un grand potentiel. D'accord, votre livre se destine à qui, ce guide? En premier lieu, à l'annonceur, au chef d'entreprise, au directeur marketing au sein de l'entreprise. En deuxième lieu, aux collègues publicitaires. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec la méthodologie proposée. Et en troisième lieu, aux étudiants, bien sûr, qui sont les publicitaires de demain. D'accord. Alors, il est aujourd'hui en librairie, Oui, bien sûr. Enfin, la distribution a commencé il y a quelques jours. Donc, pour l'instant, il est disponible au niveau d'Alger. J'espère que progressivement... Il faut dire que le secteur de la distribution en Algérie, que ce soit pour la presse ou pour les livres, est très compliqué. J'espère qu'il sera présent un peu partout. Des ouvrages sur la publicité en Algérie, est-ce qu'il y en a? Est-ce que cela, on peut en voir? J'avais lu un livre de M. Mkhloufi Bel, édité chez un éditeur public, pour ne pas le nommer.
Un autre livre sur la communication. Là, je parle de références en langue française. D'accord. Pour les références en langue arabe, au sein de l'OPU, je pense qu'il y en a quelques-uns. Oui, parce qu'il y a eu quand même des chamboulements depuis ces dernières années, on le disait, beaucoup d'avancées. Il serait normal qu'on suive ce phénomène par le biais littéraire. C'est tout ce qu'on espère. Voilà, donc écoutez, je souhaite beaucoup de succès à votre ouvrage. Merci et à vous-même. Et puis mes salutations à Luc Saint-Hilaire. Voilà. Je transmettrai. Vous travaillez sur quoi maintenant, essentiellement vous êtes un spécialiste, je disais, de la communication, donc là, c'était la pub. Est-ce qu'il y a d'autres travaux? Là, dans l'immédiat, je travaille sur la traduction de cet ouvrage vers la langue arabe. Très bien. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, voilà, un ouvrage de plus sur la publicité. J'espère que ceux qui s'y intéressent pourront y trouver ce qu'ils souhaitent parfaire. Je vous dis à la semaine prochaine et Sahar Mdanko.